J'ai conduit 14 heures pour aller au mariage de mon frère. Le lieu était vide. Il m'avait envoyé la mauvaise date par texto exprès pour que je ne vienne pas. J'ai vraiment ri. Puis je me suis rappelé quel nom figurait sur son prêt immobilier. 2 semaines plus tard, il dormait dans sa voiture. Je m'appelle Arnaud. J'ai 34 ans. Et je veux vous raconter la fois où mon frère a essayé de m'effacer de sa vie et a fini par faire disparaître son propre toit au-dessus de sa tête. Je sais que cela semble dramatique. Croyez-moi, les choses empirent ou s'améliorent selon de quel côté vous vous trouvez. Laissez-moi reprendre depuis le début. J'ai grandi dans une petite ville près de Lille, dans les Hauts-de-France. Le genre d'endroit où tout le monde connaît vos affaires avant vous, et où le divertissement le plus proche un vendredi soir consiste à regarder de vieux messieurs se disputer à propos de la pêche à la ligne au café du coin. J'étais le frère aîné de 3 ans. Mon petit frère s'appelle Raphaël. En grandissant, Raphaël était l'enfant prodige. Je ne dis plus cela avec amertume. Je le dis de la même manière que l'on dirait que le ciel est bleu. C'était juste un fait dans notre maison. Mon père est parti quand j'avais 11 ans et Raphaël 8. Il a fait son sac un mardi. Il a dit qu'il allait acheter des cigarettes et apparemment le tabac le plus proche était dans un autre département car nous ne l'avons plus jamais revu. Classique, non? Ma mère, Sylvie, a fait de son mieux pendant un certain temps. Elle faisait des doubles gardes dans un entrepôt de logistique et nous nourrissait. Je respecte cela. Mais en cours de route, elle a décidé que Raphaël était celui qui avait besoin d'être protégé et que j'étais celui qui pouvait tout gérer. C'est une étiquette dangereuse à coller à un enfant, d'ailleurs. Oh, Arnaud est fort. Arnaud va se débrouiller. Vous savez ce que Arnaud a compris? Que personne ne viendrait le sauver, alors il ferait mieux d'apprendre à se sauver lui-même. Raphaël, en revanche, a eu droit à un atterrissage en douceur à chaque fois. Il échouait à un cours, maman appelait le professeur. Il s'attirait des ennuis au lycée, maman trouvait des excuses. Il a détruit sa première voiture à 17 ans parce qu'il envoyait des textos, maman s'est portée garante pour une nouvelle le mois suivant. Pendant ce temps, je travaillais dans un atelier de réparation automobile après les cours pour payer ma propre vieille voiture et j'apprenais seul à réparer la transmission avec des vidéos en ligne et une prière. Je ne veux pas que cela ressemble à une fête de la pitié. Je suis sincèrement reconnaissant de la façon dont les choses m'ont forgé, mais le contexte compte pour ce qui suit. Après le lycée, j'ai intégré l'armée de terre, j'ai fait 4 ans, je suis revenu, j'ai utilisé mes droits de reconversion pour obtenir un diplôme en finance. Ce n'était pas prestigieux. Je vivais dans un studio qui sentait la cuisine de quelqu'un d'autre en permanence, je mangeais beaucoup de riz et de haricots, et j'étudiais jusqu'à loucher. Mais j'y suis arrivé. J'ai décroché un bon travail dans une banque régionale près de Lille, j'ai gravi les échelons, et à 30 ans, j'étais directeur d'agence avec un bon salaire. Pas riche, mais à l'aise. Le genre de confort où l'on ne panique pas quand le voyant du moteur s'allume. Le parcours de Raphaël a été différent. Il a papillonné, a abandonné ses études supérieures, a essayé d'être entraîneur personnel, a travaillé chez un concessionnaire automobile pendant un certain temps, a fait un peu de paysagisme. Il n'était pas exactement paresseux. Il ne s'engageait simplement jamais dans quoi que ce soit assez longtemps pour que cela soit payant. Et à chaque fois que quelque chose échouait, maman était là avec un filet de sécurité fait d'excuses et de tout l'argent qu'elle pouvait rassembler. Voici où cela devient pertinent. Il y a environ 3 ans, Raphaël a rencontré une femme nommée Mélanie. Mélanie était jolie, je le reconnais. Elle avait cette énergie, comme si elle venait de sortir d'une émission de télé-réalité et attendait que les caméras la retrouvent. Elle était bruyante, obstinée, et avait le don de ramener chaque conversation à elle-même. Elle et Raphaël se sont mis ensemble rapidement, ont emménagé ensemble encore plus vite, et dans les 6 mois, ils étaient fiancés. J'ai essayé d'être heureux pour lui. Sincèrement, je l'ai fait, mais Mélanie a clairement fait comprendre dès le premier jour qu'elle ne m'aimait pas. Je ne comprends toujours pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que je ne la flattais pas comme le faisaient Raphaël et ma mère. Peut-être parce que je posais des questions raisonnables comme « Et, comment allez-vous payer un mariage alors qu'aucun de vous n'a plus de 400 € d'économie ?» Apparemment, cela faisait de moi quelqu'un de négatif, sans soutien, un rabat-joie. Ma mère m'a pris à part lors d'un dîner de famille et m'a dit que je devais être plus encourageant envers la relation de Raphaël. J'ai dit que j'étais encourageant. Je croyais juste aussi aux mathématiques de base. Elle n'a pas apprécié cela.
Alors, il y a environ 2 ans, Raphaël est venu me voir avec une demande. Il voulait acheter une maison. Mélanie avait trouvé cet endroit de 3 chambres à environ 20 minutes de Lille. Joli quartier, bon secteur scolaire, même s'il n'avait pas d'enfants. Le problème était que le crédit de Raphaël était terrible. Je parle de score bas autour de 500, de recouvrement, d'un prêt automobile impayé, tout le désordre. Et celui de Mélanie n'était pas beaucoup mieux. Il m'a demandé de me porter co-emprunteur pour le prêt immobilier. Je sais. Je sais ce que vous pensez, et vous avez raison. Mais voici la chose avec la famille. Parfois, vous faites des choses stupides parce que vous aimez quelqu'un et que vous voulez croire qu'il a changé. Raphaël s'est assis en face de moi dans un restaurant familial, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Arnaud, je sais que j'ai beaucoup fait d'erreurs, mais Mélanie me donne envie d'être meilleur. Cette maison est notre nouveau départ. Je ne raterai jamais un paiement. Je le jure sur tout. » Et je l'ai cru, non pas parce que les preuves le soutenaient, mais parce qu'il était mon petit frère et qu'il me demandait de l'aide. Et une part de moi voulait toujours être le gars qui pouvait arranger les choses pour lui. Alors, j'ai co-signé, j'ai mis mon nom sur un prêt immobilier de 220 000 € pour une maison dans laquelle je ne vivrai jamais. Pendant la première année, les choses allaient bien en fait. Les paiements arrivaient à temps. Raphaël a obtenu un emploi stable dans une entreprise de matériaux de construction. Mélanie faisait quelque chose avec les ventes en ligne. Je n'ai jamais vraiment compris, mais ça semblait rapporter de l'argent. J'ai commencé à me détendre. Peut-être que je m'étais trompé. Peut-être que c'était le tournant. Puis, il y a environ 8 mois, les choses ont commencé à changer. Raphaël devenait plus silencieux quand j'appelais. Mélanie a commencé à faire des commentaires lors des réunions de famille. De petites piques, du genre ça doit être bien d'être célibataire sans responsabilité. Arnaud ne comprendrait pas. Il n'a pas de famille. Je sortais avec une femme nommée Émilie depuis environ 5 mois à ce moment-là, mais apparemment elle ne comptait pas parce que nous n'étions pas fiancés. Émilie, au fait, est merveilleuse. Elle est technicienne vétérinaire avec un rire qui pourrait remplir un stade et une tolérance zéro pour les bêtises. Elle a immédiatement remarqué l'énergie étrange de Raphaël et Mélanie. Après un grand repas de famille pendant les fêtes où Mélanie a passé 20 minutes à parler de la façon dont certaines personnes ne savent tout simplement pas à quoi ressemble le véritable amour, tout en me fixant directement, Émilie s'est penchée dans la voiture et a dit « La fiancée de ton frère est un sacré numéro. » Et je dis ça de la manière la moins flatteuse possible. J'aurais dû écouter plus attentivement ce que disait Émilie car au cours des mois suivants, la mise à l'écart a empiré. Raphaël a cessé de m'inviter à des événements. Les dîners du dimanche chez maman dont j'entendais parler une semaine à l'avance se déroulaient sans que personne ne me le dise. Je voyais des photos sur les réseaux sociaux. Raphaël et Mélanie et maman et quelques amis à eux tous assis autour de la table que j'avais aidé maman à acheter quand l'ancienne s'était fendue en deux. Personne n'a pensé à m'envoyer un texto. Ou peut-être qu'ils y ont pensé et ont décidé de ne pas le faire. Honnêtement, je ne sais pas quelle version est la pire. Émilie a remarqué que je regardais moins mon téléphone. Elle m'a posé la question un soir pendant que nous préparions le dîner et j'ai dit, c'est difficile de vérifier les messages quand personne n'en envoie. Elle n'a pas insisté, mais elle m'a serré l'épaule en passant. Et ce petit geste m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur qui tenait vraiment à moi et qui me gardait dans les parages juste comme une signature sur un document de prêt. Les invitations de mariage ont été envoyées en janvier, et quand j'ai ouvert la mienne, j'ai remarqué quelque chose qui aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais je l'ai complètement raté. Le mariage était prévu pour le 15 mars. J'ai reçu l'invitation fin janvier et tout semblait normal. Le lieu était un espace événementiel de style Grange appelé le Domaine des Crêtes à environ 45 minutes au sud de Grenoble. Bel endroit d'après les photos. Mélanie en parlait depuis des mois. Comment il y avait des guirlandes lumineuses et des poutres apparentes et une vue sur les crêtes des Alpes qui ferait ressembler les photos à une page de magazine. Je me moquais de tout cela, mais j'étais heureux de venir, de porter le costume, et d'être là pour mon frère. Voici le détail que j'ai manqué sur l'invitation. La date indiquait le 15 mars, mais les petits caractères en bas mentionnaient un dîner de répétition la veille au soir, le 13 mars. C'est un écart de 2 jours. Répétition le 13, mariage le 15. Je me suis dit que c'était une faute de frappe. Mélanie n'était pas vraiment soucieuse des détails. J'ai envoyé un texto à Raphaël pour confirmer la date et il a répondu, 15 mars,
mon frère, réserve la date. Ça va être épique. Alors, j'ai réservé. J'ai posé des jours de congé, j'ai réservé un hôtel près de Grenoble pour 2 nuits, j'ai même acheté un nouveau costume parce que Émilie a dit que mon ancien me donnait l'impression d'assister à ma propre audience de libération conditionnelle. C'est juste. La semaine avant le mariage, j'ai essayé d'appeler Raphaël 2 fois. Les 2 fois, je suis tombé sur la messagerie vocale. Je lui ai envoyé un texto pour lui demander s'il avait besoin d'aide pour quoi que ce soit, s'il voulait que je vienne plus tôt, s'il y avait un discours de témoin que je devais préparer. Il avait demandé à son pote Thomas d'être son témoin, ce qui a piqué un peu, mais j'ai compris. Thomas avait été son colocataire au début de la vingtaine, et ils étaient proches. J'ai reçu une réponse en un mot. Non. Émilie et moi avons chargé la voiture le 14 mars, avons conduit les 14 heures depuis chez nous, avons rencontré des embouteillages près de Paris qui ont ajouté 1h30, et sommes arrivés près de Grenoble vers 23 heures. Nous étions épuisés. Émilie avait fait une journée de travail complète avant de partir, et je conduisais depuis l'aube. Nous avons pris notre chambre à l'hôtel, réglé une alarme pour le matin, et nous nous sommes effondrés. 15 mars, jour du mariage. J'ai mis le nouveau costume. Émilie était incroyable dans cette robe vert foncé qui l'enthousiasmait depuis des semaines. Nous avons entré l'adresse du lieu dans le GPS et sommes partis. C'était un trajet magnifique. Des routes de montagnes sinueuses, du brouillard se levant des crêtes, le soleil perçant à travers les arbres. Je me souviens avoir pensé que ça allait être une bonne journée. Nous sommes arrivés au domaine des Crêtes à 14h30, une demi-heure avant la cérémonie de 15h. Le parking était vide. Pas presque vide. Pas le genre nous sommes en avance et les gens ne sont pas encore arrivés. Vide. 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 Pas de voiture. Pas de décoration à l'extérieur. Pas de panneau indiquant une cérémonie. Les portes de la grange étaient fermées. La propriété avait l'air de ne pas avoir été utilisée depuis des jours. Émilie m'a regardé. J'ai regardé Émilie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Raphaël. Directement sur la messagerie vocale. J'ai appelé ma mère. Messagerie vocale. J'ai appelé Thomas dont j'avais le numéro via un groupe de discussion sur des plans d'enterrement de vie de garçons qui ne se sont jamais concrétisés. Messagerie vocale. Je me suis approché de la grange et j'ai frappé. Un gars est sorti d'un bâtiment annexe. Il s'est avéré que c'était le gérant de la propriété. Je lui ai dit que nous étions là pour le mariage. Il m'a regardé comme si je lui avais demandé d'expliquer la physique quantique. Le mariage était hier, a-t-il dit. Le 14 mars. Ils ont terminé vers 22h hier soir. Belle cérémonie. Je suis resté là pendant bien 10 secondes sans dire un mot. La main d'Émilie a trouvé la mienne et l'a serrée. Le gérant a dû sentir que quelque chose n'allait pas parce qu'il est retourné tranquillement à l'intérieur et nous a laissés debout sur le parking en gravier. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau, j'ai ouvert le texto de Raphaël. 15 mars, mon frère. Je l'ai montré à Émilie. Elle l'a lu 2 fois, puis m'a regardé avec cette expression qui était à mi-chemin entre la fureur et le chagrin. J'ai essayé d'appeler Raphaël à nouveau. Cette fois, ça a sonné 3 fois et il a décroché. Et, a-t-il dit, l'air décontracté, comme si j'appelais pour demander quel temps il faisait. Raphaël, je suis debout dans un parking vide au domaine des Crêtes. Le gérant vient de me dire que ton mariage était hier. Silence, puis une longue expiration. Puis, ouais, on a avancé ça d'un jour. Je ne te l'ai pas dit? Non, Raphaël, tu m'as dit le 15 mars. J'ai ton texto juste ici. Encore du silence. Puis j'ai entendu la voix de Mélanie en arrière-plan. Étouffée mais reconnaissable. Elle riait. Pas un rire surpris. Pas un rire du genre, oh non, quel malentendu. C'était le rire de quelqu'un qui trouvait quelque chose amusant. Et c'est là que les pièces se sont assemblées. Ce n'était pas une erreur, n'est-ce pas? Ai-je dit. La voix de Raphaël est devenue faible. Écoute, Mélanie a pensé que ce serait moins stressant si, tu sais, si la dynamique était plus simple. Elle ne voulait pas de tension pour son grand jour. Et honnêtement, Arnaud, tu as été un peu négatif à propos de tout ça depuis le début. Je veux vous décrire ce que l'on ressent quand on conduit 14 heures, qu'on dépense de l'argent pour un hôtel, qu'on achète un nouveau costume,
qu'on prend des congés, qu'on rend sa petite amie enthousiaste, qu'on s'imagine regarder son petit frère se marier. Et qu'on découvre ensuite qu'il vous a délibérément envoyé la mauvaise date pour que vous ne soyez pas là. C'est comme si quelqu'un plongeait la main dans votre poitrine et réarrangeait tout. Ce n'est pas seulement de la colère. C'est cette vague profonde et roulante d'humiliation, de tristesse et d'incrédulité qui frappe en même temps. Émilie a pris le téléphone de ma main. Ce n'est pas le genre à faire un scandale, mais sa voix était glaciale quand elle a dit « Raphaël, ce que tu as fait est sincèrement cruel, et tu devrais avoir honte de toi. » Puis elle a raccroché. Nous sommes restés assis dans la voiture pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré. Je le voulais, mais rien n'est venu. J'ai juste fixé la grange dans les montagnes et le parking vide en essayant de donner un sens à tout ça. Mon petit frère, l'enfant à qui je préparais des sandwichs quand maman travaillait tard. L'enfant à qui j'ai appris à faire du vélo en courant à ses côtés dans la rue jusqu'à ce que mes poumons brûlent. Cet enfant a grandi et a décidé que je ne valais pas une place à son mariage. Émilie a finalement dit « Rentrons à la maison ». Mais je n'ai pas démarré la voiture tout de suite parce que quelque chose d'autre se mettait en place. Quelque chose de pratique sous toute cette douleur. Mon nom était sur le prêt de Raphaël. Mon crédit, ma réputation financière, ma responsabilité. J'avais co-signé un prêt de 220 000 € pour un homme qui venait de m'exclure délibérément de son mariage parce que sa femme me trouvait dérangeant. J'ai ouvert l'application de ma banque et vérifié le compte du prêt immobilier. Le dernier paiement avait été effectué à temps, mais j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas regardé depuis des mois. Le montant du paiement avait changé. Il était inférieur à ce qu'il aurait dû être. J'ai fait défiler vers le bas. Au cours des 4 derniers mois, Raphaël avait effectué des paiements partiels, pas complets. Il lui manquait environ 300 € chaque mois. Cela ne semble pas beaucoup jusqu'à ce que vous réalisiez que cela s'accumulait, et que c'était ma cote de crédit qui en prenait un coup. Je l'ai montré à Émilie. Elle a regardé l'écran, m'a regardé et a dit « Arnaud, je pense qu'il est temps d'arrêter d'être le gentil frère. » Sur le chemin du retour, j'ai appelé mon ami Damien, qui travaille dans le droit immobilier. Je lui ai raconté toute la situation. Le prêt co-signé, les paiements partiels, le coût du mariage. Il est resté silencieux un moment, puis a dit « Arnaud, tu as des options ici, mais tu dois comprendre ce que tu pourrais déclencher. » Je lui ai dit que je comprenais. Il a dit qu'il examinerait les détails de l'accord de prêt et qu'il me rappellerait. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, et j'ai conduit les 7 heures suivantes dans un silence presque total. Émilie m'a tenu la main par-dessus la console centrale et ne m'a pas forcé à parler. Quand nous sommes rentrés, je me suis assis à la table de ma cuisine à 2 heures du matin et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai écrit un texto à Raphaël. Pas en colère, pas menaçant, juste honnête. J'ai dit, ce que tu as fait aujourd'hui a brisé quelque chose qui, je pense, ne peut pas être réparé. J'ai besoin que tu le saches. J'ai aussi besoin que tu saches que je suis au courant que les paiements du prêt sont incomplets depuis des mois. Nous devons en parler bientôt. Il l'a lu. J'ai vu l'accusé de réception. Il n'a pas répondu. Les 2 semaines suivantes ont été dures. Pas d'une manière dramatique à jeter des objets contre les murs, plutôt comme un poids lent et écrasant qui pesait sur ma poitrine chaque matin à mon réveil. Je suis allé travailler, j'ai fait mon travail, je suis rentré chez moi, et j'ai essayé de ne pas penser au fait que mon propre frère m'avait délibérément écarté de l'un des jours les plus importants de sa vie. Ma mère m'a finalement appelé 3 jours après le mariage. Je l'attendais. Une part de moi espérait qu'elle serait horrifiée par ce que Raphaël avait fait, qu'elle dirait « Arnaud, c'était impardonnable », et je lui ai dit ça. Mais je pense qu'au fond de moi, je savais déjà que ce n'est pas comme ça que les choses allaient se passer. « Arnaud, chéri, je pense que tu réagis de manière excessive », a-t-elle dit. Mélanie était stressée. Les mariages sont stressants. Elle voulait juste une journée calme sans drame familial. « Maman, j'ai conduit 14 heures. Il m'a envoyé la mauvaise date exprès. » Eh bien, peut-être que si tu avais été d'un plus grand soutien depuis le début, les choses n'en seraient pas arrivées là. Tu as toujours été dur avec Raphaël. Il se sent jugé par toi. Je suis resté assis là sur mon canapé, tenant le téléphone, et j'ai réalisé quelque chose qui se construisait depuis longtemps. Ma mère n'allait pas changer. Elle n'était pas capable de voir la situation clairement car cela exigerait de reconnaître que son fils préféré avait fait quelque chose de véritablement terrible.
Et reconnaître cela signifierait admettre quelque chose sur la dynamique qu'elle avait passé 30 ans à construire. Cela n'allait jamais arriver. Maman, je ne vais pas me disputer avec toi à ce sujet, mais j'ai besoin que tu comprennes que ce qui s'est passé n'était pas un malentendu. C'était intentionnel et j'ai besoin d'un peu d'espace en ce moment. Elle a dit quelque chose sur le fait que j'étais dramatique et que la famille se serre les coudes et qu'elle m'avait mieux élevé que ça. Je lui ai dit que je l'aimais, je lui ai dit au revoir et j'ai raccroché. Ensuite, je me suis assis dans le silence pendant un long moment. Émilie était la seule chose qui m'empêchait de sombrer. Elle n'a pas essayé de réparer les choses ou de sortir des platitudes. Elle était juste là. Elle venait après le travail avec des plats à emporter et nous regardions quelque chose de stupide à la télé et elle s'appuyait contre moi sur le canapé sans rien dire sur Raphaël ou le mariage ou quoi que ce soit à moins que je n'en parle en premier. Cette femme a compris quelque chose de fondamental sur le soutien que beaucoup de gens ignorent. Parfois, être juste là, c'est tout ce qui compte. Environ une semaine après le mariage, Damien m'a rappelé. Il avait examiné le contrat de prêt et exposé clairement mes options. En tant que co-emprunteur, j'étais tout aussi responsable du prêt. Si Raphaël faisait défaut, la banque s'en prendrait à nous deux. Ma cote de crédit était déjà affectée par les paiements partiels. Mais voici la partie importante. Parce que j'étais co-emprunteur et pas seulement garant, j'avais certains droits. Je pouvais contacter directement le prêteur. Je pouvais demander des informations sur le compte. Et selon les termes spécifiques de ce prêt, si je pouvais démontrer que l'emprunteur principal ne respectait pas ses obligations de paiement, j'avais un moyen de forcer une résolution. Damien a expliqué que l'option la plus propre était d'exiger que Raphaël refinance la maison à son propre nom, me retirant entièrement du prêt, ou de vendre la propriété et de rembourser le prêt. Étant donné la situation de crédit de Raphaël, un refinancement par lui-même était presque certainement impossible, ce qui signifiait que l'issue réaliste était la vente de la maison. Tu comprends ce que cela signifie, n'est-ce pas ? A dit Damien. S'il ne peut pas refinancer et ne veut pas vendre volontairement, tu peux faire une requête pour forcer la vente. Il perdra la maison. J'ai compris, et je veux être honnête avec vous ici. Je ne me sentais pas bien à ce sujet. Je n'ai pas ressenti une sorte de frisson de justice. J'avais la nausée car malgré tout, c'était toujours mon petit frère. L'enfant qui avait l'habitude de ramper dans mon lit pendant les orages. L'enfant qui a pleuré quand son poisson rouge est mort et que je l'ai aidé à l'enterrer dans le jardin dans une boîte à chaussures. Cet enfant était toujours là quelque part, enfoui sous des années de privilèges et de mauvais choix. Et une femme qui encourageait ses pires côtés. Mais voici à quoi je revenais sans cesse. J'ai co-signé ce prêt comme un acte d'amour et de confiance. Raphaël avait non seulement brisé cette confiance, mais il avait activement travaillé pour m'humilier. Et il mettait en péril mon avenir financier dans le processus. Chaque mois, il effectuait un paiement partiel. Ma cote de crédit baissait un peu plus. Chaque mois, le risque augmentait qu'il cesse de payer complètement, et je serais responsable d'une maison dans laquelle je ne vivais pas, dont je ne voulais pas, et à laquelle je n'avais associé mon nom que parce que mon frère m'avait regardé dans les yeux et avait juré de faire les choses bien. Je ne pouvais pas continuer à absorber ça. Émilie a dit quelque chose pendant cette période qui m'est restée en mémoire. Elle a dit, « Tu n'es pas cruel en te protégeant. Tu es cruel envers toi-même en ne le faisant pas. » Alors, j'ai commencé à préparer mes arrières. J'ai tout documenté, imprimé chaque texto avec Raphaël, chaque relevé de paiement partiel, chaque message vocal auquel il n'avait pas répondu. Damien m'a aidé à rédiger une lettre formelle à Raphaël, lui donnant 60 jours pour refinancer le prêt à son propre nom ou accepter de mettre la maison en vente. S'il ne faisait ni l'un ni l'autre, je poursuivrais les recours légaux pour me retirer du prêt, ce qui signifierait presque certainement forcer une vente. J'ai envoyé la lettre en recommandé avec accusé de réception. J'ai aussi envoyé un texto à Raphaël pour lui dire de vérifier son courrier. Il a en fait répondu cette fois. Juste 2 mots. T'es sérieux? J'ai répondu. Très sérieux. 60 jours. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel d'un ancien ami de l'armée nommé Benoît. Il avait lancé une société de conseil financier à Lyon et cherchait quelqu'un avec une expérience bancaire pour diriger une nouvelle division de service aux clients. Le salaire était près du double de ce que je gagnais. Le poste était assorti de parts dans l'entreprise. C'était le genre d'opportunité qui vous tombe tout cuit dans le bec peut-être une fois dans une vie si vous êtes chanceux. J'ai conduit jusqu'à Lyon,
j'ai rencontré Benoît, j'ai visité les bureaux, rencontré l'équipe. C'était la bonne sensation, comme si l'univers disait, « Eh, tu t'es fait bousculer. Voici ta porte. Franchis-la. » J'ai accepté l'offre. 2 semaines plus tard, Émilie et moi avons commencé à faire des plans pour déménager. Elle a trouvé une clinique vétérinaire à Lyon qui embauchait. Tout s'alignait d'une manière qui semblait presque trop parfaite. Mais j'avais appris à arrêter de remettre en question les bonnes choses et à simplement les saisir. Pendant ce temps, l'horloge tournait sur les 60 jours de Raphaël. Il n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de texto. Ma mère a appelé une fois pour me dire que je déchirais la famille, et je lui ai calmement répondu que Raphaël l'avait déchiré quand il m'avait envoyé dans un parking vide près de Grenoble. Elle m'a raccroché au nez. Ce fut la dernière fois que nous nous sommes parlé pendant un moment. Je me suis plongé dans le nouveau travail. Benoît était un super patron et un ami encore meilleur. Le travail était stimulant d'une manière qui m'a fait me sentir à nouveau en vie. Je construisais quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me contentais pas de survivre ou d'aider quelqu'un d'autre à rester à flot. Je construisais quelque chose qui était à moi. Émilie a emménagé avec moi à Lyon environ 6 semaines après que j'ai commencé le travail. Nous avons trouvé un appartement de 2 chambres près du quartier de la Confluence avec un balcon qui donnait sur les toits de la ville. Notre première nuit là-bas, nous avons commandé une pizza et nous sommes assis sur le sol du balcon car nous n'avions pas encore de meubles d'extérieur. Et elle m'a regardé et a dit, « C'est ce qu'on ressent quand les choses se passent bien. » Et elle avait raison. Mais le truc avec la construction d'une belle vie, c'est que parfois les débris de l'ancienne vous suivent. Et les 60 jours de Raphaël étaient presque écoulés. Jour 58 de la période de 60 jours. Aucune nouvelle de Raphaël. Aucune demande de refinancement soumise. Aucun accord de vente. Rien. Juste un silence radio de la part d'un homme vivant dans une maison que mon nom soutenait comme un mur porteur. Damien avait tout préparé, la requête, les documents justificatifs, les relevés de paiement montrant 4 mois consécutifs de déficit. Il avait également obtenu un rapport de crédit récent en mon nom et m'a montré les dégâts. Ma cote avait chuté de 43 points depuis le début des paiements partiels. 43 points que j'avais passé des années à accumuler par des décisions responsables, une planification minutieuse, et en n'achetant pas des choses que je ne pouvais pas me permettre. Disparu parce que mon frère n'avait pas pris la peine de payer le montant total d'un prêt qu'il m'avait supplié de l'aider à obtenir. Le jour 59, mon téléphone a sonné. C'était Raphaël. Arnaud. Sa voix semblait différente. Pas exactement en colère, mais tendue, contrôlée, comme s'il lisait un script que Mélanie avait écrit pour lui, ce qu'elle avait honnêtement probablement fait. Et Raphaël. J'ai reçu la lettre de ton avocat. C'est vraiment comme ça que tu veux faire ça? Je t'ai donné 60 jours pour refinancer ou accepter de vendre. Tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Que pensais-tu qu'il allait se passer? Je pensais que tu retrouverais la raison. Je pensais que tu réaliserais que chasser ton propre frère de sa maison est une folie. J'ai presque ri. Presque. Raphaël, tu m'as envoyé la mauvaise date pour ton mariage pour que je ne vienne pas. Tu n'as pas payé 300 € du prêt chaque mois pendant les 4 derniers mois. Ma cote de crédit est en train d'être détruite et tu m'appelles et tu me dis ça. Il y a eu une pause. Je pouvais entendre Mélanie en arrière-plan dire quelque chose que je n'arrivais pas à discerner. Puis Raphaël est revenu avec « Mélanie dit que tu fais ça pour nous punir pour l'histoire du mariage. » Mélanie a à moitié raison. Je me protège parce que je ne peux plus te faire confiance. Le mariage l'a rendu clair. Les paiements du prêt l'ont confirmé. Nous pouvons rattraper les paiements. Donne-nous juste plus de temps. Je t'ai donné 60 jours. Tu n'en as pas utilisé un seul pour m'appeler, m'envoyer un message ou faire un paiement complet. Le temps est écoulé. Il a commencé à dire autre chose, mais je l'ai coupé. Raphaël, je t'aime. Tu es mon frère, mais je ne vais plus laisser tes choix m'entraîner vers le bas. Tu as jusqu'à demain minuit pour accepter de mettre la maison en vente. Si tu ne le fais pas, Damien dépose la requête lundi. Il m'a raccroché au nez. J'ai posé le téléphone et j'ai pris une grande inspiration. Émilie était assise de l'autre côté de l'îlot de cuisine à lire un livre, mais clairement elle ne lisait pas. Elle a levé les yeux et a dit « Ça va ?» Ouais, j'ai dit. Je crois que oui, en fait. Le lundi est arrivé,
aucun accord de Raphaël. Damien a déposé la requête et le vrai chaos a commencé. Ma mère m'a appelé 4 fois en une journée. J'ai répondu au 3e appel. Elle pleurait, ce qui était son arme de prédilection. Quand la logique échouait, elle me disait que je détruisais la vie de Raphaël, que Mélanie était dévastée, que la maison était leur rêve et que je la leur arrachais à cause d'une rancune mesquine. Je l'ai laissé terminer. Puis j'ai dit, maman, sais-tu que Raphaël fait des paiements partiels depuis des mois? Sais-tu que ma cote de crédit a baissé à cause de ça? Sais-tu que s'il fait défaut complètement, je suis redevable de 220 000 €? Elle ne savait rien de tout ça. Ou si elle le savait, elle ne pensait pas que c'était important. Les familles ne se poursuivent pas en justice, Arnaud. Les familles ne s'excluent pas délibérément des mariages non plus. Mais nous y voilà. Elle m'a traité d'homme froid. Elle m'a traité de sans cœur. Elle a dit que mon père aurait honte de moi, ce qui était un geste audacieux compte tenu du fait que l'homme nous a abandonnés pour aller être la déception de quelqu'un d'autre. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'elle arrête de m'appeler à moins qu'elle ne soit prête à avoir une vraie conversation, et j'ai raccroché. Au cours des semaines suivantes, la procédure judiciaire a avancé. L'avocat de Raphaël, un certain Stéphane, que Mélanie avait apparemment trouvé sur Internet, a essayé de soutenir que j'agissais de mauvaise foi. Damien a démonté cet argument en environ 15 minutes avec les relevés de paiement et mes textos, montrant que j'avais donné à Raphaël toutes les opportunités de résoudre cela à l'amiable. Le tribunal judiciaire n'a pas été sensible aux arguments de Raphaël. Quand vous co-signez un prêt et que l'emprunteur principal ne respecte pas sa part du contrat, le co-emprunteur a des droits. Ce n'est pas de la vengeance. C'est le droit des contrats. Pendant cette période, quelque chose d'intéressant s'est produit. Thomas, le témoin de Raphaël, m'a contacté. Je n'avais pas parlé à Thomas depuis des années, mais il m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux qui disait « Salut, mec. J'ai entendu ce qui se passe. On peut parler ?» Je l'ai appelé ce soir-là. Thomas m'a dit quelque chose que je ne savais pas. La décision de m'envoyer la mauvaise date de mariage n'était pas une décision de dernière minute. Mélanie l'avait planifiée depuis des mois. Elle a dit à Raphaël que si Arnaud se présentait, elle annulerait le mariage. Elle a dit que j'avais une énergie contrôlante et que je la faisais se sentir jugée. Raphaël, terrifié à l'idée de la perdre, a accepté le plan. Thomas a dit qu'il avait argumenté contre. Il a dit à Raphaël que c'était tordu. Raphaël lui a dit de ne pas s'en mêler. J'ai failli ne pas y aller moi-même, a dit Thomas. Tout ça me semblait faux, mais Raphaël est mon pote, tu sais. Je ne voulais pas l'abandonner. J'ai apprécié l'honnêteté de Thomas. Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas d'y être allé. Il a dit, pour ce que ça vaut, ton frère avait l'air misérable à son propre mariage. Il n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Je pense qu'il attendait que tu l'appelles. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. L'image de Raphaël debout devant l'autel, regardant son téléphone, espérant que son grand frère se pointerait d'une manière ou d'une autre à un mariage auquel il avait été délibérément désinvité. Il y a quelque chose de profondément brisé là-dedans, le fait de vouloir que quelqu'un soit là et d'être en même temps la raison pour laquelle il ne l'est pas. La date d'audience a été fixée à fin mai. Damien m'a dit que les options de Raphaël se réduisaient rapidement. Il ne pouvait pas refinancer. Il n'avait ni les revenus ni le crédit. Son avocat avait essayé de négocier un délai plus long, mais le juge n'était pas enclin à l'accorder étant donné le schéma documenté de paiement partiel. L'issue la plus probable était une vente ordonnée par le tribunal. 2 jours avant l'audience, j'ai reçu un dernier appel de Raphaël. Cette fois, Mélanie n'était pas en arrière-plan. C'était juste lui et il avait l'air épuisé. « Arnaud, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je sais que j'ai fait des erreurs. L'histoire du mariage était mal. Je le sais maintenant. S'il te plaît, ne prends pas notre maison. » J'ai fait une pause pendant un long moment. Puis j'ai dit, « Raphaël, je ne prends pas ta maison. Tu ne l'as jamais eue. Je l'avais. Mon nom est la raison pour laquelle cette maison existe dans ta vie. Et au lieu de respecter cela, tu as craché dessus. Je ne fais pas ça pour te blesser. Je fais ça parce que tu ne m'as pas laissé le choix. » Il est resté silencieux. Puis il a dit, « Je suis désolé pour tout ça. Je sais que tu le hais, ai-je dit. Mais être désolé ne répare pas ma cote de crédit, et ça n'annule pas ce qui s'est passé dans ce parking.
J'ai raccroché et je me suis assis sur le balcon pendant un long moment. Émilie est sortie avec 2 tasses de café et s'est assise à côté de moi sans rien dire. La ligne d'horizon de Lyon faisait son show, toute illuminée et brillante. Et j'ai pensé à la façon dont ma vie était différente par rapport à il y a 6 mois. Nouvelle ville, nouveau travail, une femme qui m'aimait sans condition, un avenir qui m'enthousiasmait vraiment. Et puis il y avait ça. Les débris de ma relation avec le seul frère que j'avais se jouant dans des dossiers judiciaires et des lettres recommandées. Émilie a fini par parler. Tu fais ce qu'il faut. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais, ai-je dit, ça ne fait juste pas l'effet que je pensais. Ce n'est pas censé faire du bien, a-t-elle dit, c'est censé être nécessaire. Elle avait raison. L'audience était dans 48 heures et je savais exactement comment ça allait se passer. L'audience a eu lieu un mardi matin au tribunal judiciaire de Lille. Je suis revenu de Lyon la nuit précédente et j'ai séjourné dans un hôtel près du palais de justice. Émilie a proposé de venir, mais je lui ai dit que c'était quelque chose que je devais faire seul. Elle a compris. Je suis arrivé au palais de justice tôt, en costume cravate, les documents organisés, Damien à mes côtés ayant l'air d'avoir fait ça 1000 fois parce que c'était pratiquement le cas. Nous étions assis dans le couloir à attendre que notre affaire soit appelée. Et c'est là que Raphaël est entré. Il avait l'air mal en point. Je ne dis pas ça comme une insulte. Je veux dire qu'il avait physiquement l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des semaines. Son costume était froissé, ses yeux étaient rouges et il avait perdu du poids. Pas dans le bon sens. Il était avec Stéphane, l'avocat d'Internet, qui portait un seul dossier qui semblait à peu près aussi épais qu'un menu de plat à emporter. Le dossier de Damien aurait pu servir de cale-porte. Raphaël m'a vu et s'est arrêté. Nous nous sommes regardés dans les yeux pendant environ 3 secondes. Il a détourné le regard en premier. Mélanie n'était pas là. Je l'ai remarqué immédiatement. La femme qui avait orchestré toute la combine du mariage, qui avait convaincu mon frère de saboter sa relation avec moi, n'avait pas pris la peine de se présenter pour les conséquences. L'audience elle-même a été simple. Damien a présenté l'affaire clairement. Précosigné, paiement partiel documenté sur 4 mois. Avis formel donné avec un délai de résolution de 60 jours. Aucune action entreprise par l'emprunteur principal. Il a montré l'impact sur ma cote de crédit, les registres de communication, tout. C'était propre, organisé et accablant. Stéphane a essayé d'invoquer des difficultés. Il a dit que Raphaël avait connu des difficultés financières inattendues et qu'il travaillait pour rattraper son retard. Le juge a demandé si Raphaël avait fait une quelconque tentative de refinancement ou communiqué avec moi pendant la période de 60 jours. Stéphane a regardé Raphaël. Raphaël a secoué légèrement la tête. Le juge a pris une note. Damien a demandé une vente ordonnée par le tribunal de la propriété pour satisfaire le prêt et me libérer de l'obligation. Il a souligné que j'avais agi de bonne foi en tant que coemprunteur, que j'avais donné un préavis et une opportunité de résolution ample, et que le maintien de l'arrangement actuel me causait un préjudice financier continu. Le juge a pris environ 10 minutes pour tout examiner, a demandé directement à Raphaël s'il avait un quelconque plan pour refinancer ou rattraper les paiements, et Raphaël, à son crédit, a été honnête. Il a dit « Non, monsieur le juge, je n'en ai pas ». Le jugement a été clair. La propriété serait mise en vente. Les bénéfices iraient au remboursement du prêt. Toute valeur nette restante serait partagée selon les termes de l'accord, ce qui, dans ce cas, signifiait que Raphaël obtiendrait ce qui resterait une fois le prêt satisfait et les frais de clôture couverts. Étant donné qu'il n'était pas dans la maison depuis assez longtemps pour accumuler beaucoup de capital et que les paiements partiels avaient ajouté des frais, ce montant allait être mince. Quand le juge a terminé, Raphaël s'est levé lentement. Stéphane a rangé son unique dossier et s'est excusé rapidement, probablement pour aller mettre à jour son site web d'avocat sur Internet. Raphaël s'est dirigé vers la porte. Je l'ai rattrapé dans le couloir. Raphaël. Il s'est retourné. Ses yeux étaient humides, mais il ne pleurait pas. Il faisait ce truc où on serre la mâchoire pour garder contenance. Je l'ai reconnu parce que je faisais la même chose depuis des mois. Je ne voulais pas ça, ai-je dit. Rien de tout ça. Alors pourquoi l'as-tu fait? Parce que tu ne m'as pas laissé le choix. Tu le sais. Il a hoché la tête, pas exactement en accord, mais en reconnaissance, comme s'il comprenait la logique, même s'il détestait la conclusion.
Puis il a dit quelque chose qui m'a surpris. Mélanie est partie. Elle est allée chez sa sœur en Occitanie. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas gérer le stress. Il a ri et c'était le son le plus triste que j'ai jamais entendu de lui. Amusant, non? C'est elle qui a commencé tout ça et c'est la première à partir. Je n'ai rien dit à cela. Que pouvais-je dire? Je te l'avais dit. Cela aurait été vrai, mais cela aurait aussi été cruel. Et j'en avais fini de faire partie du cycle de la cruauté. Où vas-tu aller? Ai-je demandé. Thomas a dit que je pouvais squatter chez lui pendant un moment. Après ça, je ne sais pas. Nous sommes restés là dans le couloir du palais de justice avec des néons bourdonnant au-dessus de nos têtes et des gens passant devant nous comme si nous n'étions que deux gars ayant une conversation normale au lieu de deux frères se tenant dans les ruines de leur relation. Je suis désolé pour le mariage, Arnaud, a-t-il dit. Je le pense vraiment. C'est la pire chose que j'ai jamais faite. Et je savais que c'était mal quand je l'ai fait. Je n'ai juste pas eu le courage de lui tenir tête. Je sais, ai-je dit, c'est une partie du problème. Tu n'as jamais eu le courage de tenir tête à qui que ce soit. Maman, Mélanie, qui que ce soit. Tu as juste suivi celui qui parlait le plus fort. Il n'a pas contesté. Il a juste hoché la tête à nouveau. J'ai mis la main dans ma veste et j'ai sorti un morceau de papier. Je l'avais écrit la nuit précédente dans la chambre d'hôtel. C'était une liste de 3 conseillers financiers dans la région de Lille avec les coordonnées de Damien pour toute question juridique sur la vente de la propriété et le nom d'un service de réparation de crédit qui avait aidé l'un de mes clients au travail. Ce n'est pas moi essayant de contrôler ta vie, ai-je dit en le lui tendant. C'est moi étant ton frère. Règle tes finances. Répare ton crédit. Apprends à te tenir sur tes propres pieds sans que le nom de quelqu'un d'autre ne te soutienne. Il a pris le papier, l'a plié et l'a mis dans sa poche. Puis il m'a regardé et a dit, on a fini, genre pour toujours? Je ne sais pas, ai-je dit. Honnêtement, je pense que nous avons besoin de beaucoup de temps et de beaucoup de distance. Mais je ne ferme pas la porte. Je ne la tiens juste plus ouverte. Tu devras la franchir par toi-même quand tu seras prêt. Il a hoché la tête une dernière fois, s'est retourné et est sorti du palais de justice. La maison a été vendue 6 semaines plus tard. Après le remboursement du prêt, les frais de clôture et les frais accumulés, Raphaël est reparti avec environ 10 000 €. Pas grand-chose à montrer pour 2 ans dans une maison, mais c'était suffisant pour lui permettre d'emménager dans un petit appartement. Thomas m'a dit plus tard que Raphaël avait commencé à voir un conseiller et travaillait à nouveau à temps plein dans l'entreprise de matériaux de construction. Mélanie a demandé une annulation depuis l'Occitanie. Apparemment, leur mariage a duré à peu près aussi longtemps qu'une brique de lait. Ma mère m'a rappelé une fois de plus environ 2 mois après la vente. Elle était plus calme cette fois. Elle ne s'est pas exactement excusée, mais elle a dit quelque chose qui s'en rapprochait. Elle a dit, « Je pense que je t'ai trop poussé à être le fort, et je n'ai pas assez poussé Raphaël à être responsable. Je commence à voir ça maintenant. » Venant de ma mère, c'était pratiquement un discours digne d'un film. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle dise ça et que je l'aimais. Nous ne sommes pas proches, mais nous parlons. C'est plus que ce que j'espérais. Émilie et moi sommes toujours à Lyon. Le travail avec Benoît se passe mieux que je n'aurais pu l'imaginer. Nous avons conclu l'achat d'une maison le mois dernier, un pavillon de 3 chambres à l'est de Lyon avec un porche et un jardin et une cuisine qu'Émilie a déjà remplie de plus de plantes que toute personne raisonnable ne devrait en posséder. Je n'ai mis que mon nom sur le prêt immobilier cette fois-ci. Émilie a ri quand je lui ai dit ça et a dit, homme intelligent. Raphaël m'a envoyé un texto pour mon anniversaire le mois dernier. Il a juste dit, joyeux anniversaire, Arnaud. J'espère que tu vas bien. J'ai répondu, merci, Raphaël. Ça va. C'était tout. Rien de plus, rien de moins. Mais c'était quelque chose. Vous savez, les gens demandent toujours dans ces histoires si la vengeance en valait la peine. Et je ne considère pas cela comme une vengeance. Je considère cela comme me choisir moi-même pour la première fois en 34 ans. J'ai passé toute ma vie à être le filet de sécurité, le plan de secours, le fort qui n'avait besoin de rien de personne. Et quand j'ai finalement dit ça suffit, les personnes qui ont le plus profité de mon silence ont été celles qui ont crié le plus fort. Mais le silence après cela était à moi. Et c'était le son le plus paisible que j'ai jamais entendu.
Je suis assis sur mon porche en ce moment même où j'écris ceci. Émilie est à l'intérieur en train de préparer le dîner. Il y a un chien croisé recueilli nommé Milo que nous avons adopté le mois dernier parce que Émilie a dit que chaque Porsche a besoin d'un chien. Elle a raison sur la plupart des choses. Commentaire, je voulais partager avec vous quelques réflexions qui m'ont vraiment touché après cette histoire. Elle m'a rappelé à quel point il est essentiel de poser des limites, même avec les personnes qu'on aime profondément. Se respecter soi-même n'est pas un manque d'amour, c'est une forme importante de responsabilité. On peut rester quelqu'un de bien tout en apprenant à dire non quand c'est nécessaire. La guérison avance souvent quand on choisit de protéger sa propre paix intérieure. J'ai compris que la gentillesse ne doit jamais nous obliger à accepter ce qui nous fait du mal. Je vous encourage à regarder vos relations en face et à voir où vous avez besoin de mieux vous protéger. Prenez le temps de soigner votre cœur, cela en vaut vraiment la peine. Choisir son bien-être est un véritable acte d'amour envers soi-même. Merci d'être là et de réfléchir ensemble à ces choses qui comptent vraiment. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.